Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, les uns et les autres. Et voilà, donc pour réexpliquer un petit peu cet atelier du yoga pour les méditants, c'est presque une litote de dire ça parce que le yoga, c'est toujours pour la méditation. Hein. C'est par nature, le yoga est un travail global. Hein, c'est une approche globale de l'individu et on ne peut pas approcher le corps d'un côté et puis pas s'occuper de la tête. D'autant qu'il y a des phénomènes de notre mode de fonctionnement qui sont par nature psychophysiques, comme les émotions. Hein. Les émotions sont à la fois des phénomènes psychiques et à la fois des phénomènes physiques. Hein. Donc il n'est pas possible d'aborder le corps sans aborder la question des émotions. Et c'est pas le corps qui produit les émotions, c'est notre esprit, donc on peut pas travailler l'un sans l'autre. Ok. Voilà, donc c'est important. Et d'ailleurs, dans tous les textes de yoga, que ce soit des yogas indiens ou tibétains, etc., tout est basé, toutes les choses sont à peu près basées sur les mêmes principes, toujours de cette approche globale. Et c'est devenu, c'est un peu une déviance, mais aussi une séparation artificielle de mettre le yoga d'un côté et la méditation de l'autre. Et si on regarde les textes indiens, il y a un texte qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali, donc qui explique toute la théorie des yogas. Et il y a une seule ligne sur les postures. Hein, sur le petit bouquin tout entier, il y a une seule ligne dans les grands principes des postures. Il y a 3-4 lignes sur la respiration et tout le reste donne des explications sur le fonctionnement de l'esprit et le travail qu'on a à faire sur l'esprit. Exact. Et quand on donne les explications sur les postures et sur le souffle, ce sont des explications qui expliquent comment les aborder, dans quel état d'esprit aborder le travail sur le corps et dans quel état d'esprit aussi et comment aborder la respiration. Donc c'est pas juste une histoire de mécanique posturale ou de mécanique respiratoire qui a une importance, c'est tout le savoir-faire du yoga, c'est l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses. Et donc, ça nécessite des explications. Hein, donc, dans ces cours sur le yoga du méditant ou du yoga en général, on devrait toujours donner des explications théoriques pour voir dans quel état d'esprit on fait les choses. Comme quand on fait de la musique classique, si on joue des valses de Chopin, il y a un style à mettre dans les valses de Chopin, c'est pas des valses musettes. Ça se joue d'une certaine manière et il y a besoin d'une certaine culture pour comprendre la manière de les jouer. Ok. Pour pas passer à côté. Même dans le sport, le foot, on tape dans un ballon, etc. Mais il y a aussi des règles à suivre, il y a des règles du jeu, il y a des choses qu'on fait pas, il y a etc., etc. Si on connaît pas les règles, on fait n'importe quoi. Ok. Voilà, donc pour vous réinsister un petit peu avec un dernier exemple sur l'importance de l'état d'esprit dans lequel on fait les choses, j'ai d'habitude d'utiliser l'image du tir à l'arc. Hein. Donc, quand on tire à l'arc, on utilise un arc, on utilise des flèches et puis on tire avec une cible. Le geste physique, c'est voilà, c'est tirer, dans tous les cas, c'est tirer avec une flèche avec un arc. Mais si on habite la forêt et puis qu'on doit se nourrir de ce qu'on trouve dans la forêt, quand on est chasseur-cueilleur, on va utiliser l'arc avec l'idée d'attraper du gibier pour s'en nourrir. Et pour la personne, il va en résulter certaines conditions existentielles par rapport au fait de tirer à l'arc. Si on fait ça comme un loisir le week-end pour aller se détendre, se changer des idées, on va toujours utiliser un arc et une flèche, mais on ne va pas utiliser la même cible et puis il va en résulter quelque chose d'autre sur le plan existentiel pour la personne. Si on fait ça aussi toujours de cette manière-là, mais avec une intention de faire de la compétition et d'être un champion, on va toujours faire la même chose, tirer avec un arc, mais on va s'y prendre encore à nouveau différemment. Il va en résulter encore autre chose pour la personne sur le plan existentiel. Et quand on voit certaines traditions monastiques, surtout orientales, on utilise aussi on fait du tir à l'arc parce que ils se sont rendus compte que pour bien tirer à l'arc, il fallait un certain nombre de qualités mentales, d'attention, de concentration, de stabilité, de calme, etc. Et le but de l'usage de l'arc et de la flèche n'est pas particulièrement d'atteindre une cible, mais de développer les qualités mentales qui sont requises pour le tir à l'arc. Hein, donc, dans un cas, on va tirer pour avoir un résultat extérieur, et là, on utilise le tir à l'arc pour avoir un résultat intérieur, pour s'intéresser aux qualités d'esprit qui sont requises et les cultiver.
D'accord? Mhm. Donc, toutes ces pratiques de yoga, qu'elles soient physiques, respiratoires, etc., si on les fait dans une intention, d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas porter du tout les mêmes fruits. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre pourquoi on pratique, comment on pratique et quelle est la manière d'aborder les exercices pour que ça fasse l'effet escompté. OK? Donc, ce que je vous propose, comme c'est le début de l'année, j'ai un cours que j'ai donné mardi, puis un cours que j'aime bien faire en début d'année, on a fait comme c'est un cours d'1 heure et demie, on va faire une petite heure sur le travail sur les principes de la posture, hein, et en particulier la posture de assise, puisqu'on va terminer avec une petite demi-heure de méditation, qui est une méditation spéciale début d'année. OK? Ok. Et c'est une médiation que j'ai l'habitude de faire tous les ans, depuis plusieurs années maintenant. Et ça, moi, je trouve que ça donne une bonne dynamique et je le propose aussi dans mes ateliers. En général, les gens sont assez contents de faire ça et ça donne la patate, hein. Voilà. Donc, dans les postures de yoga, ce qu'on appelle les asanas, donc dans ce texte de Patanjali, il dit yoga, c'est Sthirasukha Asana, une asana, c'est une posture qui est stable et confortable. Et le terme sukha implique un confort physique, mais implique aussi un confort psychique. C'est même le confort psychique qui est prédominant dans le terme de sukha. Pour ceux qui ont lu Mathieu Ricard, il a écrit un bouquin qui s'appelle Plaidoyer pour le bonheur. Et il commence son exposé en utilisant ce terme sukha pour traduire bonheur. Donc, il s'agit vraiment de s'appliquer, être bien dans son corps et puis surtout bien dans sa tête, dans la posture. Il ne s'agit pas de réaliser des prouesses, des machins, des postures qui ont une forme particulière ou quoi que ce soit. Il s'agit dans chaque posture d'essayer d'être le plus confortable possible dans son corps et en même temps d'être dans un état d'esprit intérieur, psychiquement, le plus agréable possible. OK ? Et rien que ça, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Et a priori, c'est ce qui nous plaît. C'est a priori une chose qui est intéressante à cultiver parce que si on le travaille bien, si on comprend bien les mécanismes, ce qui nous permet de nous sentir bien dans le corps et comment arriver à se sentir relativement bien dans sa tête, c'est déjà extrêmement payant pour démarrer. OK ? Sans aller dans les hautes sphères de la méditation, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, si on n'est pas un minimum bien dans son corps et bien dans sa tête, on n'est pas bien équipé pour pouvoir avoir des méditations de bonne qualité. Et dans un autre texte tibétain, pour faire référence à la tradition tibétaine, donc il y a un texte de Dakpo Tashi Namgyal qui donne tout un tas d'instructions sur la méditation, en particulier sur les pratiques de respiratoire et comment ça s'intègre dans la méditation. Et il commence l'exposé en disant « Installez-vous dans une posture confortable et soyez heureux de méditer ». Donc c'est exactement le même principe. Soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête, et puis vous démarrez la pratique. C'est une manière de démarrer les choses. OK ? Ok. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas de nous entraîner. Donc, on s'entraîne à ça, à bien comprendre les mécanismes dans la séance, mais en même temps, on a la possibilité, en ayant bien compris ces mécanismes, de s'appliquer à les mettre en place dans la vie courante aussi, en faisant ça à table, en faisant ça au bureau, en faisant ça dans le métro, en faisant ça dans tout un tas d'activités de notre vie courante. Le principe de l'asana n'est pas de faire certaines formes particulières qu'on voit dans les bouquins de yoga avec les pieds ceci, les pieds cela, les jambes derrière la tête et compagnie. Le principe de base, c'est d'utiliser cette compréhension des mécanismes du corps et de l'esprit pour les mettre en place dans sa vie quotidienne. OK ? Voilà, donc on peut pratiquer assis sur une chaise, allongé dans son canapé, dans son lit, assis sur un strapontin dans le métro, debout sur le quai en attendant le métro, etc. Tout ça ou assis à table, tout ça sont des moments où on peut se mettre bien dans son corps et bien dans sa tête. D'accord ? Voilà, donc pour être bien dans son corps, le principe est simple, c'est d'enlever au maximum d'inconfort. Et si on regarde ce que sont les inconforts sur lesquels on peut travailler dans le yoga, ce sont essentiellement les inconforts musculaires et qui, par nature, sont des contractures, des contractions.
On a souvent des tensions dans les épaules, des tensions dans le dos, des tensions ceci, des crampes, etc., des crispations qui sont inconfortables. Il s'agit de se débarrasser de tout ça. Donc, le grand principe, c'est de se détendre dans la posture. Et c'est que dans la posture générale, même pour la méditation, beaucoup de gens, des fois, ils sont une espèce de garde à vous, comme ça, complètement érigés, figés, etc. La posture de méditation doit être détendue aussi. Donc, pour commencer cette expérience d'un point de vue non pas théorique, mais d'un point de vue vécu, en fait, il s'agit, pour ne pas le comprendre, mais le vivre, prenez dans votre posture assise, crispez-vous, redressez-vous, contractez-vous, ça vous savez très très bien faire, et puis posez-vous, lâchez, voilà. Et puis inversement, on peut être complètement avachi. Voilà, donc c'est ça, le tonus musculaire, c'est ça, trop avachi, trop crispé, et il y a un entre-deux qui est beaucoup plus confortable, qui est beaucoup plus agréable et qui a une chance d'être plus stable, puisque c'est dans la définition d'une asana. Une asana doit être stable. Donc elle sera d'autant plus facile à être stable déjà sur le plan physique qu'on est bien détendu, et sur le plan, si on a moins de crispation, elle sera forcément plus confortable. OK ? Et effectivement, on est extrêmement éduqué à ça, à se crisper, à se tendre, à contracter, etc. Mais par contre, on n'est pas très éduqué à se détendre. Et donc, si en tant qu'occidentaux, on veut se lancer dans ces disciplines, une des nos grands entraînements nécessaires, c'est la relaxation, la détente, le relâchement, etc., pour enlever nos crispations. OK ? Et j'insiste là-dessus, parce qu'on voit des gens aussi en méditation qui se crispent comme ça, puis il y en a qui prennent aussi des postures physiques de yoga, qui sont tout contractées, tout crispées, tout en force, etc., en tirant, en forçant, en essayant de s'assouplir, sur du stretching, du gainage. Le but du jeu, c'est de se détendre pour trouver du confort. OK ? Et donc, le travail à faire, c'est déjà d'identifier effectivement qu'on a des crispations, s'en rendre compte, et puis de faire ce qu'il faut pour les relâcher. OK ? Donc, alors, première chose, c'est les tensions comportementales. La deuxième cause de tension qu'on peut rencontrer dans le corps sont des tensions d'origine émotionnelle. Comme je disais, les émotions sont par nature physiques. C'est quand on rougit, on a l'effet de la honte, on rougit, il y a un afflux de sang dans le visage. Quand on pleure, il y a de la vraie flotte qui coule. Il y a de l'eau salée qui coule des yeux. C'est pas de l'imagination, c'est pas dans la tête. Il y a un vrai phénomène physique. Quand on a peur, on se crispe. Quand on est tendu, stressé, on se contracte aussi. Quand on est en colère aussi, on se contracte. Et puis inversement, quand on est complètement découragé, dépité, on s'avachit complètement, tout le tonus diminue, etc., etc. Il y a toute une grande palette d'émotions, de sentiments différents qui produisent des changements sur le corps. Et comme par hasard, les moments où on est plus détendu, plus souriant, plus serein, et bien le corps est plutôt dans un tonus moyen. Il n'est ni trop crispé, ni trop avachi. Naturellement, ces émotions nous amènent à avoir un tonus beaucoup plus agréable. Donc, si on comprend ça comme ça, il est logique de travailler les postures de manière globale, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique, c'est-à-dire émotionnel. OK ? On travaille sur les deux causes de crispation principales, et on a accès à ça avec le yoga. OK ? Donc, on va commencer par faire une petite observation de départ de notre corps et de notre état physique, psychique. On va commencer la plupart du temps début de séance, et puis on va faire quelques exercices pour défaire toutes ces tensions, et puis on pourra observer après, est-ce qu'effectivement les exercices qu'on a fait nous ont amené au bon résultat, nous permettent de nous sentir mieux dans notre corps, mieux dans la tête, et c'est comme ça qu'on pourra considérer qu'on a progressé dans notre posture, dans notre asana. OK ? Donc ça, on vérifie que la pratique va dans le bon sens. Voilà, donc vous installez dans votre posture et essayez déjà de vous installer le plus confortablement possible, et même en s'installant le plus confortablement possible, on peut observer qu'il y a quand même des zones de confort, d'inconfort dans différentes parties du corps, et donc on va observer très systématiquement. Donc on va commencer par les jambes, la région de l'assise, depuis le bout des orteils jusqu'au bassin. On ressent les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses,
les fessiers, toute la région du périnée, toute cette région de l'assise. Est-ce que vous observez que les muscles sont parfaitement confortables? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort, des zones peut-être d'inconfort plus marqué, de douleur peut-être parfois? On observe également les membres supérieurs, depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules. Les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les bras, les épaules, même les trapèzes qui accrochent les épaules au cervical. Juste une observation, on fait le point sur notre état de départ. On essaie de mémoriser pour pouvoir s'en rappeler, pour comparer l'état à la fin de l'exercice, à la fin de la séance. Puis on observe la région du tronc, la région du bassin, la région abdominale, la région thoracique, la colonne vertébrale, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Est-ce que tout vous paraît parfaitement confortable? Est-ce qu'on peut expérimenter des sensations de tension, pas forcément douloureuses, ou des sensations de tension au contraire inconfortables? On arrive enfin à la tête, au visage. On observe les tempes, les mâchoires, les muscles du visage. Si on observe donc le tonus musculaire et le lien du tonus musculaire avec la respiration, si vous crispez, si vous vous tendez, vous pouvez réaliser que le corps devient plus dur et que la respiration se bloque. Et si vous relâchez ces tensions, le corps s'assouplit et la respiration est plus libre. Faites également l'expérience de vous avachir, donc de réduire au maximum le tonus musculaire en étant tout avachi et ressentez ce que devient la respiration. On revient dans le tonus moyen. Donc là aussi, on se rend compte que le tonus moyen nous permet de nous sentir mieux du point de vue musculaire, mais nous permet également de nous sentir mieux du point de vue respiratoire. Donc, prenez le temps d'observer les sensations respiratoires, le corps qui se gonfle, se dégonfle, d'autant plus librement que le tonus est bien maintenu dans son état moyen. On observe les mouvements sur l'avant du corps, sur l'arrière, sur les côtés, dans le bas du tronc, dans le haut du tronc. Peut-être certains d'entre vous pourront expérimenter des mouvements respiratoires qui se transmettent du bassin vers les jambes, des épaules vers les bras, du cou vers la tête. Et de cette expérience du corps musculaire et du souffle résulte un certain état qu'on peut apprécier en termes de confort ou d'inconfort. Être bien dans son corps, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est un ressenti qui dépend de l'état de notre corps. Également, on va maintenant s'appliquer à prendre conscience de notre état d'esprit dans la posture. Observez déjà votre état émotionnel, l'humeur ou le sentiment que vous éprouvez dans cet instant. Est-ce qu'on peut le classer dans une émotion plutôt positive, négative, perturbée? On
on apprécie une certaine intensité. Toutes les émotions peuvent être légères, moyennes ou intenses. L'exemple de la colère qui est facile à identifier. Des fois, on est juste un petit peu contrarié, puis des fois, on a une colère noire à vouloir tout casser. De la même manière, quand on est tranquille, serein, détendu, on peut être légèrement calme et puis profondément paisible. Donc, essayez d'apprécier l'intensité de votre état émotionnel. Deuxième aspect de notre état psychique, c'est l'aspect mental, où on peut expérimenter de l'agitation ou de la stabilité. Une sensation d'aisance à être dans l'expérience, au contraire de difficulté, d'effort pour être concentré, présent. L'expérience mentale peut être également examinée sur le plan d'une sensation de clarté, sensation de percevoir clairement les choses ou d'être d'une perception un peu confuse, un peu vague. Et puis dépend du mental aussi, la richesse de l'expérience qu'on est capable de faire. On peut avoir une expérience réduite, rudimentaire, ou une expérience extrêmement riche de l'instant présent. Et donc de cette expérience mentale et émotionnelle résulte également donc une sensation de relative bien-être ou mal-être qu'on peut apprécier. Comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon esprit. On apprécie donc notre état dans l'instant selon le concept d'asana, c'est-à-dire de posture stable et confortable physiquement, confortable psychiquement. On apprécie le degré de confort, de bien-être physique et psychique dans la posture. Et si ce bien-être augmente au fur et à mesure de la séance, c'est qu'a priori, on va pratiquer dans le bon sens. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'essentiel de nos perturbations physiques, de nos crispations, de nos inconforts sur lesquels on peut jouer sont des contractures, des crispations physiques. Et donc, la voie royale est la plus facile et plus efficace pour relâcher ces tensions, c'est la relaxation couchée. Donc, on va s'allonger. J'espère que vous avez tous la possibilité de vous allonger. Ça peut être un canapé. Hein, c'est pas, moi, je suis sur mon canapé. Là, il n'y a pas besoin de tapis spécial. Avec les moyens du bord. Vous pouvez utiliser des coussins, des oreillers, tout pour vous sentir confortable. La position couchée en yoga, qu'on appelle Shavasana, c'est une asana, donc on la pratique avec cette même intention de rechercher le confort. Donc ça commence par un ajustement de la posture. On ajuste la position des bras, des jambes, du tronc, on peut dérouler un petit peu le bassin, allonger un petit peu la nuque, écarter les épaules l'une de l'autre. La posture couchée, c'est la seule posture où il n'y a absolument besoin d'aucune activité musculaire pour qu'elle tienne. Et donc, toutes les tensions musculaires peuvent se relâcher.
Mais ça prend du temps. C'est comme quand on a un verre d'eau boueuse qu'on pose sur une table, l'eau va sédimenter, mais pas en un instant. Donc, on va rester quelques temps allongé. Rien à faire d'autre que de percevoir, observer, ressentir. Les tensions relâchent d'elles-mêmes. Vous avez mémorisé les zones de tension et d'inconfort que vous aviez tout à l'heure en position assise. Observez ce qu'elles deviennent en position couchée. Est-ce qu'elles ont tendance à augmenter ou à réduire? Observez l'évolution. Vous pouvez observer également plus en détail les sensations qui évoluent dans les jambes, dans les bras, dans le tronc, la colonne vertébrale, le visage, comme on l'a fait tout à l'heure en position assise. Observation systématique. Les tensions relâchant, les muscles deviennent plus souples, donc la respiration plus libre. Portez maintenant l'attention justement sur ces mouvements respiratoires sur l'avant du corps, qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire, d'autant plus librement que la relaxation s'installe. Pour favoriser la relaxation des tensions d'origine émotionnelle, on va s'appliquer à occuper l'esprit avec une activité apaisante. Il y a deux types d'activités qu'on utilise en yoga ou en méditation. Ça peut être la répétition d'une parole apaisante. On peut répéter par exemple le mot paix dans l'inspire, paix dans l'expire, ou cool à l'inspire, cool à l'expire, ou omani dans l'inspire, paix dans l'expire. Toute parole qui pour vous est évocatrice de tranquillité d'esprit est adaptée. Ça peut être aussi visualiser, évoquer une image mentale apaisante, un sourire, un paysage qui vous est familier, que vous aimez bien, ou un symbole qui vous apaise, qui évoque pour vous la paix de l'esprit, la tranquillité.
On va tourner tranquillement sur le côté droit. Vous pouvez aussi commencer par vous installer le plus confortablement possible en ajustant la position des bras, des jambes, de la colonne vertébrale, du bassin, la tête. Observez comment évoluent les sensations musculaires, les sensations de tension, de crispation, de douleur. Comment ça évolue? Est-ce que c'est ce que vous aviez remarqué dans la position assise? Est-ce que ça reste semblable ou est-ce que ça se modifie? Puis on tourne l'attention vers la respiration. Sensation du corps qui se gonfle, se dégonfle, d'autant plus librement que la détente s'installe. Au fur et à mesure que les tensions lâchent, le corps musculaire devient plus confortable et la respiration plus libre devient également plus agréable. On va tourner de l'autre côté, sur le côté gauche. Commencez aussi par s'installer le plus confortablement possible en ajustant la position des bras, des jambes, du tronc, du bassin, des épaules, de la tête. On observe l'évolution des sensations musculaires en termes de sensations de confort, d'inconfort, de crispation.
On tourne l'attention vers la respiration. On vient sur le dos. Redéployer la conscience dans l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, en essayant de percevoir la totalité du corps, d'être dans sa globalité. Dans un premier temps, une attention aux sensations musculaires, que les muscles nous apparaissent détendus, tendus, crispés, douloureux, est-ce que ça évolue, est-ce que ça change au fur et à mesure que la détente s'installe, que le relâchement se produit, puisque les muscles ne travaillent plus dans cette position. Toujours en ayant la conscience déployée dans l'ensemble du corps, essayer de percevoir les mouvements de la respiration. Quand on est bien détendu, les muscles sont plus souples. Et on peut, tout le mouvement respiratoire se déploie dans tout le corps. Il se gonfle, se dégonfle librement. Et en étant bien présent dans l'espace du corps, on peut ressentir ce mouvement. Les sensations viennent en relation avec la respiration, on ressent le corps qui se gonfle, se dégonfle. Et plus on est détendu, plus le mouvement est confortable.
nouveau, on va s'appliquer à bien s'apaiser émotionnellement pour aider les tensions émotionnelles à se relâcher. En restant connecté avec le souffle, on peut donc répéter mentalement une parole apaisante, évoquer une image apaisante. Les rythmes lents participent au calme de l'esprit. Donc en répétant mentalement la parole au rythme de l'inspire, de l'expire, ça facilite la détente. Essayez d'apprécier en position couchée maintenant, donc cette sensation résultante de la relaxation. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Est-ce que vous avez pu éprouver un relatif confort résultant de l'expérience du corps musculaire et du souffle? Et comment vous sentez-vous mentalement? Est-ce que vous pouvez expérimenter une sensation de présence, de centrage, de stabilité sur le plan mental et une certaine tranquillité d'esprit sur le plan émotionnel? Est-ce que cet état de conscience, cet état d'esprit vous apparaît comme confortable, agréable? Venir dans notre position assise. Installez-vous confortablement et observez le résultat. Comment vous sentez-vous dans la position assise après l'exercice, après la relaxation? Est-ce que ça a changé par rapport à l'expérience que vous aviez de votre corps et de votre état psychique en arrivant dans la première observation qu'on a faite? Petit tour d'horizon des sensations du corps, dans les bras, les jambes, le tronc, la colonne vertébrale.
Comment vous sentez-vous mentalement, émotionnellement? Alors, il y a une différence avant-après. Si les Ah micros oui. sont coupés. Oui, c'est mieux. Ah oui, clairement. Bon. Ouais, ouais. J'ai ressenti de la détente. J'avais des tensions dans le dos et du coup, là, Bon, c'était difficile à relâcher avec l'exercice, c'était compliqué à faire. Non, pas vraiment. Enfin, pour moi, non. non. Pas vraiment, hein. J'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, tu sais, l'interruption entre quand on expire et la réinspiration, Oui, avec la relaxation, le temps devient de plus en plus long. oui, oui, c'est normal. Normal. C'est normal. C'est très agréable. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça poursuit C'est horrible. Tu... donc ça accentue la relaxation d'ailleurs. Oui, oui, ça partit parce que justement, c'est dans l'inspire et l'expire, il y a un mouvement, alors que entre les deux, c'est des moments de stabilité. Ouais. Donc, une espèce de truc qui s'arrête, là, ça bouge plus et ça participe effectivement au calme. Et justement, dans certaines pratiques de yoga aussi, quand on travaille avec le souffle, on s'applique à justement bien se détendre pour que les suspensions du souffle, non pas les rétentions, hein, les arrêts volontaires, on ne s'empêche pas de respirer, mais on favorise tout ce qui permet à la respiration de s'arrêter justement pour aider l'esprit à être stimulé par ces pauses. Et ça participe à la stabilité de l'esprit, au calme de l'esprit, effectivement. En tout cas, c'est très agréable, hein. Oui, hein, c'est bien. Hein. C'est bien. Bon, c'est bien. En plus, ça fait plusieurs fois que tu fais les exercices et tu vois que tu découvres des sensations nouvelles aussi, des expériences nouvelles aussi d'une fois sur l'autre. Ouais. Là, on a fait le même exercice d'être allongé, relâché, le corps, le souffle, etc. Bah, comme on progresse, on a un vécu différent qui s'installe et c'est comme ça que ça progresse. Hein. C'est pas parce que la posture est ceci ou cela, c'est la position allongée qui a changé quoi que ce soit, mais c'est la capacité à percevoir, à ressentir qui s'enrichit. Mhm. Et puis aussi la capacité à percevoir son état émotionnel, son calme intérieur. On sent qu'il y a quelque chose qui prend un peu de densité aussi, on enrichit autant notre capacité à percevoir le corps que notre capacité à faire l'expérience de notre état d'esprit. Donc, on découvre un peu des états d'esprit un peu différents aussi. C'est bien. C'est bien. Merci. Ok. J'entends pas très bien. Je dis merci, ça détend très bien. Détends, hein. Ok. Bon, ce qui est rassurant, c'est que l'exercice est facile à faire. Hein. L'exercice est facile à faire, c'est pas compliqué. Et puis, ça n'a pas non plus duré 3 heures. On a fait une session, ça a duré une bonne demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, pour arriver à lâcher quand même pas mal de tension, gagner en confort. Donc, ça vaut le coup. Hein. C'est pas très prenant en termes de temps, c'est pas très chronophage et ça permet quand même d'obtenir des bénéfices qui sont là. Ouais. Et donc, en plus, souvent dans l'existence, il y a plein de choses qui sont compliquées, des choses qui ne marchent pas, des choses où on n'y arrive pas, etc. Là, pour le coup, ça marche, ça facile, c'est simple. Alors, il ne faut pas hésiter. Hein. Ça peut hésiter. Puis, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui découvrent, moi, ce sont des exercices comme ça. C'est des choses sur, justement, quand j'ai constaté les bienfaits, ça a pu m'arriver de faire ces relaxations pendant 2 heures, 3 heures d'affilée, à changer de position, comme ça, simplement, restant couché pour relaxer. Et au bout on a déjà des résultats au bout d'une demi-heure, mais au bout d'une heure, ça, c'est encore plus profond, 2 heures encore plus, et il y a de plus en plus de tension qui lâche et de plus en plus de bien-être qui s'installe. Et j'ai eu l'occasion une année de traduire un maître bouddhiste qui, ou en plus un maître, je sais pas, il s'appelle pas maître, mais c'est Alan Wallace, qui est un Américain, qui est un petit peu le Mathieu Ricard américain, qui est très, Mathieu Ricard est beaucoup dans la vulgarisation alors que Alan Wallace, il est beaucoup dans la technique de méditation, de pratique, et c'est quelqu'un de très érudit sur les textes, qui travaille beaucoup sur la technique de méditation. Et il racontait qu'un jour, il avait enseigné dans un centre, je vais résumer quand même pour aller plus vite, et donc c'est une dame qui les recevait, qui était absolument adorable, les a très très bien reçus.
une dame un petit peu âgée qui s'occupait du centre d'accueil. Et à la fin du stage, j'ai dit, mais écoutez, vous êtes tellement gentil, vous avez tellement bien accueilli, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, etc. Et elle a dit, apprenez-moi un truc de méditation, quoi. Faites quelque... Et voyant que cette dame était un petit peu âgée avec des rhumatismes et des choses comme ça, il a eu l'idée de lui faire que des exercices couchés, de lui apprendre la relaxation et la méditation en position couchée. Et puis quelques mois plus tard, il est revenu au centre de faire un nouveau stage. Et puis il a pris des nouvelles, puis il dit alors comment ça va, etc. Et puis est-ce que vous avez pratiqué un peu ce que je vous ai enseigné? Elle me dit, ah, bah oui, c'est formidable. J'ai fait tous les jours, j'ai fait des exercices comme ça de relaxation couchée, j'ai fait ces exercices pour me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, avoir l'esprit plus clair, plus stable, etc. Elle dit, mais c'est formidable, qu'est-ce que ça m'a fait du bien et vraiment, je me sens mieux, j'avais plein d'arthrose, des machins, j'ai plus aucune douleur, ces trucs. Elle dit, mais par contre, il y a quand même un inconvénient dans votre truc, c'est que, vous savez, à mon âge, on n'a pas beaucoup on fait plus grand-chose, sauf que la grande occupation, c'est d'aller voir ses copines, on prend le thé, on mange des gâteaux, et puis on se raconte nos douleurs. Et ben moi, j'ai plus rien à dire, plus rien à raconter. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu des... Et puis même sur le plan de la santé, de manière un peu plus profonde, surtout avec les questions de Covid et d'immunité qu'il y a en ce moment, les maladies infectieuses, faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, il y avait de la tuberculose, c'était pas le Covid, c'est de la tuberculose qu'emportaient plein de gens, hein, et on n'avait absolument aucun antibiotique, on n'avait aucun médicament pour les soigner. Et ce qu'on faisait, c'est envoyer les gens en sanatorium. On parlait du grand air, etc. Mais en fait, ce qu'ils faisaient essentiellement, c'était de se reposer, de dormir. Hein, ils se relaxaient, ils se reposaient, ils dormaient, ils arrêtaient de bosser, ils se relaxaient, ils se relaxaient, ils se relaxaient. Et il y a des gens qui guérissaient totalement de la tuberculose comme ça, avec bon, bien sûr, ça ne se faisait pas en 8 jours et en une demi-heure, hein, mais c'était avec plusieurs semaines et plusieurs mois de repos et de détente et de relaxation, ils arrivaient à guérir de la tuberculose. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait impensable. Mais moi, j'ai connu des gens, quand j'étais jeune médecin, j'ai connu des gens qui avaient eu la tuberculose dans l'enfance et qui n'avaient jamais, jamais, jamais pris aucun antibiotique antituberculeux. OK ? Donc, il y a vraiment un impact profond sur la santé, sur l'immunité, etc. Mais bien sûr, ça dépend de l'intensité, de la régularité, de la pratique. OK ? C'est dit très clairement dans les textes que les résultats sont différents, font que si la pratique est petite, moyenne ou intense. OK ? Voilà, donc on va faire juste quelques petits mouvements pour se dérouiller un petit peu dans l'assise. Donc, les mouvements, quand on fait un mouvement, on peut faire un mouvement avec l'intention de contracter son muscle, et puis on peut faire un mouvement avec l'intention de décontracter. Hein ? Faites le mouvement avec le bras comme ça, pliez le coude avec l'idée de contracter. Hein ? Maintenant, faites le même mouvement avec l'idée de relâcher, de détendre. OK ? C'est clair ? Donc, on va faire des mouvements comme ça avec l'intention de se détendre. Donc, faire simplement, on va se tourner face à la jambe droite et puis avancer vers la jambe droite, le buste, on va se tourner vers la jambe gauche, on se balance comme ça. Et vraiment, vous le faites dans la détente, sans forcer. Si vous sentez que ça tiraille, que c'est inconfortable, n'allez pas plus loin. Restez dans la zone de confort, juste pour vous dérouiller, vous lâcher, vous détendre. Profiter de l'exercice qui devient finalement un peu machinal pour en même temps maintenir l'esprit dans un état de grande tranquillité intérieure. On peut réciter aussi une parole apaisante en allant vers la droite, vers la gauche, ou continuer à visualiser une image apaisante pour être bien détendu dans son corps et bien paisible dans son esprit. Sans chercher à progresser, sans chercher à forcer, simplement chercher à rester dans un mouvement confortable et détendu.
Peut-être vous découvrirez que simplement par la répétition de l'exercice, de la détente, on gagne en amplitude sans le vouloir. Simplement parce que les muscles se sont relâchés, acceptent de s'allonger un peu plus grâce à la détente. Voilà, on revient dans la position centrale, on observe le résultat, comment vous sentez-vous? En principe, cet exercice participe à détendre la région lombaire. Est-ce que vous éprouvez un changement de sensation dans la colonne vertébrale, dans le dos, dans le bas du dos? On va changer un petit peu de mouvement en faisant des mouvements de balancier de droite à gauche, en gardant la colonne dans l'axe. Mais aussi, c'est comme si on voulait simplement masser les fessiers qui sont en contact avec le sol et détendre la colonne vertébrale, sans tirer, sans forcer, comme un petit... et rester dans votre zone de confort. On se mobilise en douceur. Et aussi, toujours l'esprit tout calme, tout tranquille, en s'aidant, s'il le faut, d'une image apaisante et d'une parole apaisante. Soyez bien dans votre ressenti pour vous assurer que vous restez dans la zone de confort. De cette manière, on observe le résultat. Ok, c'est un petit peu mieux lâcher, participer à lâcher un peu quelques tensions. Oui. Ok. Voilà, il nous reste un petit peu de temps, comme je vous disais au début, qu'on une petite chance. Hugues nous a quittés, on dirait. Oui, ouais, il y a comme un problème là. Ouais, Non, j'entendais que sa liaison n'était pas terrible à la fin. Ah Là. ouais. ouais, il s'est déconnecté. Mm. Ah voilà, c'est bon, s'il est revenu. Il est revenu? Ouais, ouais. C'est Voga, H. Il est reparti. Non, j'ai rien. Oui, oui, il Ça a arrive, été- il arrive. On voit une écran Excusez-moi, c'est bon. bien. Voilà. Il est Peut-être trop voit fort, il pas, a mais- réussi à disparaître. il y a une coupure En de... vrai, ouais, ça coupe quand même pas mal La quand liaison, tu parles. la liaison n'est pas terrible, Hugues. On m'entend ou pas? À On l'entendre. t'entend, mais on ne te voit pas. Ah, Non, on n'entend plus rien. Oh. Plus... Oui. Vous m'entendez ou pas là? C'est Non, oui, bon? on t'entend. Ok. Ouais. Bon, C'est si on regarde un petit peu comment fonctionne l'existence, comment fonctionne la vie, on rencontre tout le temps, hein, c'est d'ailleurs dans l'enseignement du Bouddha, on rencontre des circonstances qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas, et puis des circonstances qu'on ne voudrait pas avoir et qu'on rencontre, adverse. Hein. Donc, se souhaiter une bonne année en disant je vous souhaite que tout aille bien et compagnie,
c'est pas très réaliste parce qu'on va forcément rencontrer des circonstances adverses dans notre existence. Le moins possible, on est bien d'accord. On ne peut pas y échapper totalement. Et donc réalistement, on peut considérer qu'on va rencontrer des choses positives et puis rencontrer des circonstances adverses. Donc, si on veut arriver à tenir le coup et à travailler ça le mieux possible, on n'a qu'une seule solution, c'est de s'appliquer à bien profiter des bons moments quand ils sont là, et puis de s'appliquer à gérer le plus calmement possible les situations adverses. Mais quand ça vient. Donc, on a eu des années à ça. Ce propos, c'est de faire un petit peu le point sur l'année passée, de manière à pouvoir se projeter sur la suivante avec un sens de progrès. On va commencer par la vie de l'année dernière et on va regarder les moments qui ont été agréables. Il n'y a pas eu que des moments difficiles l'année dernière, il y a eu des jolis moments aussi. Je ne vous vois pas beaucoup réagir, je ne sais pas du tout si vous m'entendez là. On t'entend. On t'entend, mais ce n'est pas toujours terrible. Oui. Oui, vous m'entendez. OK. Donc, on va se poser chacun d'entre nous et en essayant de faire un petit retour sur l'année qui s'est passée et de se concentrer pour aller réexaminer les moments qui ont été agréables, les jolis moments de nos vies, et pas simplement en tant que fait, en tant que faits, les faits qui se sont déroulés, mais également de regarder l'état d'esprit dans lequel on les a vécus. Et si on regarde bien ces moments-là, si on les a bien vécus, c'est qu'à ce moment-là, on était présent, on était dedans, et on était dans cette attitude d'esprit d'être avec et d'en profiter. Si on n'est pas présent dans ces moments, dans les bons moments de l'esprit, on passe à côté. Ça nous est tous arrivé de manger un bon repas, puis être en train de discuter, de parler, etc. Puis on ne se rend même pas compte de ce qu'on a avalé. On n'a absolument pas pris le temps de savourer. Donc, essayez d'observer, de vous rappeler des moments de l'année dernière, en observant, de vous rappeler des souvenirs, et souvenez-vous l'état d'esprit dans lequel vous étiez à ce moment-là, pour constater qu'effectivement, dans ces moments-là, vous étiez d'être là, d'être présent, de ressentir, de vivre le moment présent, et c'est ça qui vous a permis effectivement de bien en profiter, de l'apprécier. D'accord ? Ok. Voilà, donc je vous laisse quelques temps à examiner ces moments. Ça peut être des choses importantes, des choses un peu exceptionnelles, mais il y a aussi des tas de petits bonheurs du jour qui se produisent. Ça peut être, moi, des petits bonheurs comme ça. Aller faire course et de gentil, il y a vraiment des choses simples, ou de voir un joli ciel, ou de voir une fleur, ou de voir les bourgeons qui sortent au printemps. Il n'y a pas besoin de grandes histoires, ou un oiseau comme ça. OK ? Un bon repas, un petit moment d'échange avec de la famille, des gens qu'on aime, etc. OK ? Voilà. Donc, prenez un peu de temps pour vous remémorer ces moments et essayer de vous souvenir l'état d'esprit dans lequel vous étiez pour pouvoir être bien présent, bien connecté à ces moments.
Observez l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous vous remémorez ces moments. Qu'est-ce que ça suscite intérieurement? Alors, possible de se... L'année, on dit toujours, ah, c'était une année difficile, on a eu des beaux moments quand même. Oui, Vous avez pu en trouver? Oui, Oui, hein? oui. oui. Bon, Très bon. ça fait du bien quand même de regarder les choses un peu comme ça sur cet aspect. Il y a eu des beaux moments, on en a profité. Et vous avez pu vous rappeler qu'à ce moment-là, vous étiez dedans, vous les avez vécus, vous étiez présent. OK? Ouais, ouais, Ouais. ouais, absolument. Mm. Donc, pour en profiter, il faut effectivement faut un état d'esprit particulier. Il faut être là, il faut être dans le présent, il faut être stable, il faut être. Hein, donc, tous ces entraînements qu'on fait en méditation, de s'appliquer à être dans le présent, d'être stable, d'être de bonne humeur, d'être bien disposé, d'avoir un esprit bien ouvert, d'être bien clair, etc., c'est une condition utile pour, euh, pour bien profiter des bons moments de la vie. Hein. Donc, même s'il y a toujours ces histoires de Covid qui ne sont pas terminées, l'année qui vient, il va y en avoir des moments comme ça. Il va y avoir des beaux moments cette année. Hein. Et si on veut vraiment, si on veut pas passer à côté, si on veut en profiter, si on veut les profiter, les apprécier à leur juste valeur, il va falloir qu'on cultive cet état d'esprit à être bien dans le présent, à être bien là, à être bien stable, à être l'esprit bien ouvert, bien clair à ce moment-là pour bien en profiter. On est d'accord? Hmm. Hein. Donc, comme c'est la période de début d'année, on peut former des souhaits comme ça, de souhaits ou d'engagement ou de résolution, à se dire, ben, je vais occuper son esprit pendant un petit moment en disant, je vais bien m'appliquer cette année à m'entraîner, à cultiver un bon état d'esprit, de m'appliquer à être, de manière à pouvoir bien profiter des bons moments quand ils vont se présenter. OK? Hmm. Donc, regardez l'année qui va venir comme le fait, des circonstances qui vont être positives. Et si si vous avez bien entraîné votre esprit à être bien stable, bien présent, vous allez pouvoir en profiter. OK? Que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Hein, c'est d'accord? Mm. Merci. Voilà. Donc, prenez un petit peu de temps pour vous centrer sur vous-même comme ça et de former le souhait, le vœu, de vous entraîner. Bien sûr, on n'arrivera pas à 100% à profiter de tous ces bons moments qui peuvent venir, mais pensez-les aussi sur les petits bonheurs du jour, les petites joies, ça peut être même simplement prendre un peu de temps pour prendre du plaisir à prendre son café le matin, prendre son plaisir à regarder le ciel le matin en ouvrant la fenêtre, éprouver un certain plaisir à échanger simplement en achetant sa baguette, son pain, avoir simplement un sourire, un moment avec des gens qu'on connaît peu, mais aussi d'avoir des relations un peu plus chaleureuses avec nos proches, et des tas de choses comme ça sur lesquelles on peut intervenir. Imprégnez-vous bien de cette pensée. En pensant à s'installer dans cette pensée, dans la durée. Un an, une bonne année, c'est un an, c'est 12 mois, c'est 52 semaines, c'est 365 jours, c'est 24 heures par jour, c'est plusieurs heures, plein de moments, plein d'instants. Former cette pensée, se concentrer sur cette pensée, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au quotidien, même si c'est une minute, 2 minutes le matin, de se dire, allez, je vais m'appliquer, être plus présent chaque jour. Observer
ce qui résulte comme état d'esprit d'occuper de se concentrer sur cette pensée. Est-ce que ça vous met dans un état agréable, désagréable? Qu'est-ce que ça suscite comme sentiment de se projeter comme ça? Ok, possible de générer un peu une pensée comme ça d'ouverture vers le futur avec une direction, un petit signe de tête, quelque chose. Oui, Oui. oui. Tu nous vois Ok. parce que nous, on ne te voit pas. Hein. On ne voit pas dans un Oui, bizarre. je sais pas comment ça marche, je sais pas pourquoi j'ai plus de caméra, mais Ouais. ok. Bon, hein, c'est plutôt agréable de penser comme ça, non? Ça donne des perspectives quand même un peu Oui, positives, Ah ben, Oui. évidemment. ouais, c'est très évidemment, agréable, Hugues. hein. Tout à Et puis fait. c'est réaliste, il va y avoir des jolis moments dans la vie, hein, dans cette année. Ton allusion à un bon repas qu'on ne goûte pas quand on n'est pas présent, ça c'est quelque chose qui me parle. Moi, c'est quelque chose, ça peut arriver et c'est vrai Ouais. que dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage, oui. Donc il y a plein de choses comme ça hein, qui nous arrivent, qui sont positives, on passe à côté. Hein. Alors on va revenir maintenant pour la deuxième partie de cette méditation, c'est revenir sur le passé pour regarder les circonstances adverses qu'on a pu rencontrer. Il y a eu des moments qui ont été plus ou moins difficiles, il y en a dans lesquels on a un peu pataugé. Et puis il y a quand même des moments où on a réussi quand même à activer des leviers qui fait qu'on a réagi, on ne s'est pas laissé embarquer, on a pu surmonter, on a pu s'apaiser, pas partir dans les perturbations, on a réussi à se mobiliser pour gérer ça, c'est plutôt assez bien. On n'a pas de teint dans ces circonstances adverses qu'on rend compte, il y en a qu'on vit mal, puis il y en a qu'on a vécu plutôt pas si mal que ça, ou moins mal qu'avant. Hmm. Ok. Donc essayez de vous souvenir des moments comme ça qui ont été des circonstances adverses en les regardant comme et surtout ceux dans lesquels vous sentez que vous êtes intervenu intérieurement. Vous avez dit allez, je me laisse pas aller, allez, je me ressaisis, allez, je vais gérer ça plus calmement, je m'énerve pas, ok. Donc, vous avez pu agir sur vos perturbations, sur le mal-être ou le stress qui pouvait s'installer. Puis, et hop, on a un petit pouvoir. On a réussi à faire au moins baisser les choses et calmer un petit peu les choses. Et essayer de vous souvenir de ces moments, des moments passés de cette année. OK? D'accord. Pour de manière à se projeter aussi dans l'avenir en disant, ben, on va essayer de continuer à progresser dans ce sens-là. Il y a des leviers. Et plus on s'entraîne à travailler sur ces leviers, ben mieux on va traverser aussi les difficultés. OK? D'accord. Voilà. Donc installez-vous dans l'assise tranquillement et évoquez des circonstances comme ça qui ne sont pas forcément les plus graves. Hein. Il y a des choses un peu graves, ça peut être des choses graves qu'on a plutôt bien gérées, mais ça peut être aussi des choses bénignes, des petites contrariétés qu'on a réussi à lâcher. Et on sent qu'on s'est lâché parce on a eu un ressort intérieur hier. On a activé un levier qui nous a permis de gérer ça mieux. Et donc, prenez un moment également pour maintenant pour vous projeter dans l'année qui va venir.
inévitablement, on va rencontrer des circonstances qu'on peut classer dans les circonstances adverses qui peuvent nous contrarier un peu ou beaucoup, et essayer de les regarder comme des occasions aussi de nous entraîner à activer ces leviers qui nous permettent de surmonter nos émotions perturbatrices, qu'on appelle les kleshas dans le yoga, ou les perturbations émotionnelles dans le bouddhisme. On forme le souhait, le vœu ou la résolution de s'entraîner, de cultiver cet état d'esprit qui nous permet de mieux gérer les et observer là aussi le sentiment que l'on ressent quand on se concentre sur cette pensée, sur ces souhaits, sur cette résolution intérieure. Est-ce que c'est désagréable ou au contraire, ils sont dans une meilleure énergie? Alors, possible de se concentrer sur cet aspect des circonstances adverses et la manière de le gérer. Oui, ça donne, comme tu le dis, ça donne une certaine énergie. Voilà. C'est pas négatif en tout cas. Oui, ça nous aide à nous projeter dans l'avenir avec une certaine, un peu plus d'énergie. Et puis, si on regarde vraiment la réalité de l'existence, c'est une manière très réaliste d'aborder les choses. Et c'est très réaliste, c'est comme ça que fonctionne la vie. Et si on cultive un état d'esprit qui tient la route, ben on a des chances de traverser ça beaucoup plus sainement, plus agréablement, même. OK? Ouais. Et plutôt que d'être dans un jugement à l'emporte-pièce comme ça, c'est une bonne année, c'est une mauvaise année, pourvu que tout se passe bien. Et s'il arrive quelque chose, pourvu qu'il m'arrive rien. Hein? OK? Ok. Voilà. Et donc, vous comprenez avec cet exercice qu'effectivement, l'entraînement de l'esprit, qu'on travaille avec la méditation, de s'appliquer à être plus présent, plus stable, plus calme, d'arriver à apaiser ses émotions, etc. Tout ça est extrêmement précieux, hein, pour améliorer notre qualité de vie. Ouais. De manière très concrète, et je vous invite vraiment à utiliser ça, y penser de manière très concrète au jour le jour. Ça soit pas juste un truc de temps en temps, une fois par semaine, ou que pendant les vacances, ou OK? Donc dans les circonstances idéales, on médite un peu, etc. Mais vraiment d'arriver à penser ça comme un outil de travail, et qui nous permet de travailler sur notre point de vue, notre changement d'état d'esprit, qui nous permet de travailler sur des émotions aussi. Ça nous met directement au cœur de la pratique bouddhiste. C'est OK? Et c'est le cœur de la pratique du yoga aussi, hein, parce que dans le premier chapitre de Patanjali, parce qu'il y a Nabila qui parlait du yoga indien, dans le premier chapitre du Yoga Sutra, on nous explique que ce qui nous perturbe, ce sont les émotions perturbatrices, les kleshas, hein, et que c'est ça le fond du travail, c'est de travailler là-dessus. Hein. OK?
Donc les cléchas, ce n'est pas des choses théoriques comme ça, lointaines, etc. C'est un vécu. Et c'est donc en travaillant de cette manière-là, ça nous invite à travailler vraiment sur le vécu, directement dans notre esprit, à chaque instant, au jour le jour. Aussi bien pour cultiver les qualités d'esprit qui nous permettent de bien profiter des bons moments, de bien les vivre, et puis en même temps donc aussi d'enrichir son expérience de vie, et en même temps de mieux faire face aux difficultés, de pas les anticiper dans la crainte et l'appréhension, mais avec une certaine capacité à se dire on peut faire face, on peut arriver à gérer ça moins mal, au moins déjà. Ok. Ok. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà mes vœux pour l'année.